der siger, det skal vi ikke. Hvem der sidder 6 hvis de rent faktisk gennemtænker en gammel Nej, og Juncker bliver der tvunget til at oui, sur la suge meget. Hej, good morning. Der bliver der tvunget til at suge. I'll put my toothbrush behind. Detto questo posso veramente una persona seria, veramente una persona seria, assolutamente. Bene, buongiorno, se vi accomodate allora iniziamo, abbiamo qualche minuto di ritardo. Buona giornata a tutti, allora benvenuti di nuovo a tutte le delegazioni, a tutti i ministri. La giornata di oggi è una giornata credo molto importante, collegata con la discussione che abbiamo avuto ieri. Avete come al solito sul vostro tavolo le indicazioni per la traduzione. Saluto la commissaria Vassiliou di nuovo stamattina per essere con noi e do il benvenuto al Presidente dell'UEFA, Michel Platini, che ci onora della sua presenza e che sta svolgendo un lavoro, credo, molto importante, collegato con tutti i contenuti che abbiamo espresso ieri nella sua posizione, lo sport come veicolo di tolleranza, di inclusione sociale, come infrastruttura sociale vera e propria. E dentro questa discussione certamente è presente l'argomento di oggi sul fair play finanziario. Grazie a Giovanni Malagò, il Presidente del CONI, che è l'altro relatore della mattinata e che rappresenta, diciamo, tutto il mondo delle federazioni sportive, un grande amico che dà un contributo decisivo allo sviluppo dello sport italiano. Io non perderei altro tempo in convenevoli e darei direttamente la parola al Presidente Platini. Prego, Presidente. Bien, Monsieur le Président, Messieurs les Présidents, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame la Commissaire, Madame la députée européenne, chers amis, je voudrais tout d'abord vous remercier pour votre hospitalité et pour les mots de bienvenue que vous m'avez adressés. Ils témoignent en effet d'une relation de confiance entre l'institution que je préside d'une part et l'Union européenne et ses États membres d'autre part. Ils reflètent également l'harmonie entre les valeurs de la construction européenne et l'idée que l'UEFA se fait d'une Europe du football intègre, éthique et solidaire. Ils se font enfin l'écho des dispositions de l'accord de coopération signé la semaine dernière entre l'UEFA et la Commission européenne et sur lequel j'aurai l'occasion de revenir. Si je suis venu à votre rencontre ce matin, ce n'est pas simplement parce que tous les chemins mènent à Rome, mais pour énoncer quelques idées qui, je le pense, garantiront l'accomplissement de la morale dans le football d'aujourd'hui, autant que la pérennité du sport de demain. Et sur ces questions fondamentales, vous le savez, je compte sur votre mobilisation. Parce que nous pouvons faire mieux ensemble que seuls, mais parce que les progrès des uns seront également les progrès des autres. Plusieurs fois au cours de ces dernières années, j'ai exprimé mon inquiétude devant la multiplication des dérèglements qui se manifestent en marge de la pyramide du football. Et vous connaissez bien sûr ma détermination à y remédier. Je suis en effet d'avis que ces dérèglements ne peuvent pas être conjurés par le silence, l'ignorance ou tout simplement l'oubli, et exigent tout au contraire, action concrète, énergique et élan collectif. Alors, je n'entrerai pas, bien sûr, dans le détail de chacun d'entre eux pour mieux vous mobiliser aujourd'hui, mais c'est pour mieux vous mobiliser aujourd'hui autour de deux propositions. La première nous conduira à brandir tous ensemble un carton rouge à l'encontre d'une pratique, la propriété des joueurs par des tiers, conçue pour le pire. La seconde vise au contraire à exprimer notre soutien unanime à un projet conçu pour le meilleur, c'est-à-dire le fair play financier. Alors, la third party ownership. Je vous invite aujourd'hui à condamner avec moi la
avec moi et la plus grande fermeté la propriété des joueurs par des tiers. En anglais, third party ownership. Insidieux par ses moyens et impitoyable dans ses objectifs, ce phénomène n'épargne ni la dignité humaine, ni l'intégrité de nos compétitions, ni même le financement du sport de masse. C'est une réalité terrible que l'on ne voyait auparavant qu'en Amérique du Sud, qui envahit désormais l'ensemble de l'Europe. La propriété des joueurs par des tiers désigne la situation dans laquelle un sportif est, je n'hésite pas de le dire, découpé en droits économiques, lesquels sont ensuite partagés entre un ou plusieurs fonds d'investissement. Vous m'avez bien entendu, mesdames et messieurs les ministres, il s'agit bien de droits économiques sur des êtres humains dont il est question ici. Les joueurs voient ainsi leur liberté contractuelle aliénée au gré des abus d'autorité et des lucratives opérations financières effectuées sur leur dos par leurs propriétaires. Ils sont donc privés de leur autonomie contractuelle et de leur libre arbitre. Alors c'est faire bien peu cas, vous en conviendrez, du principe de dignité humaine, pourtant érigé en droit fondamental par vos pays respectifs et qui figure aujourd'hui à l'article 1er de la Charte européenne des droits fondamentaux de l'Union européenne. Quant aux fonds d'investissement qui possèdent ces fractions d'êtres humains, ils sont le plus souvent situés dans des paradis fiscaux et se caractérisent tous par une grande opacité. Les mécanismes de solidarité financière, si chers au modèle sportif européen, et plus fondamentalement les principes universels des droits de l'homme, se retrouvent donc ouvertement sacrifiés sur l'autel d'un laisser-faire économique particulièrement cynique. Et qu'adviendra-t-il, selon vous, lorsque ces mêmes fonds et propriétaires des droits économiques de plusieurs joueurs évoluant dans des équipes qui disputent la même compétition? La réponse est simple, le cauchemar des matchs truqués peut devenir réalité. Les valeurs essentielles d'intégrité, de sincérité que doit incarner la pratique sportive sont par conséquent méprisées et même violées. Certains parmi vous m'ont entendu exiger une intervention de la part de la FIFA. Cela fait en fait que la propriété des joueurs par des tiers est liée bien sûr au système international des transferts et exige de ce fait une réponse globale. La FIFA prétend avoir entendu mon appel et s'est engagée à interdire la pratique à court terme. Mais cependant, nous ne pouvons pas feindre d'ignorer les éventualités de demain. Que se passerait-il si la FIFA décidait de ne pas intervenir avec suffisamment de constance, d'énergie et de courage? Que se passerait-il si la résolution était finalement neutralisée par les pressions de quelques fonds d'investissement aveuglés par la quête du profit? Que se passerait-il si cette intervention s'avère insuffisante pour, je n'hésite pas à le dire, protéger l'ordre public? Vous l'aurez compris, nous avons affaire à un phénomène complexe et multiforme qui est en train de prendre une telle ampleur et qui constitue aujourd'hui à l'échelle de notre continent, une menace tangible pour l'éthique du sport. Ce mal n'est toutefois pas une fatalité. Il est possible de le guérir par une utilisation intelligente des moyens qu'offrent le droit et la politique. C'est pourquoi je ne crois dépasser la pensée d'aucun d'entre vous en affirmant que la propriété des joueurs par des tiers n'a pas sa place dans le sport européen. Un cadre juridique taillé à sa mesure devra donc voir le jour demain. Et en ce domaine, ce n'est pas une simple obligation de moyens que nous devons ensemble nous imposer, mais une obligation de résultat. Car un échec dans ce domaine ne serait pas celui de l'UEFA simplement, ni celui du mouvement sportif, ce serait celui de l'Europe. Il y a donc urgence à agir et à réagir. Rien ne sera facile, c'est vrai, mais surtout, rien ne sera possible sans un effort de tous. Je vais parler sur le fair play financier maintenant, mais je tenais quand même à vous parler de ce phénomène qui est quelque chose quand même de très dangereux pour l'ensemble du sport et qui touche le football et qui touchera bien sûr les sportifs de tous les sports sous peu. Fair play financier, l'urgence et la complexité de cette question ne doivent pas toutefois occulter d'autres problèmes qui préoccupent à juste titre le sport, surtout dans la période de crise économique aiguë que l'Europe continue à traverser. Pour sauver durablement l'économie du football, des réformes autrefois impensables ont été décidées, mises en œuvre et ont prouvé leur efficacité. Je pense en particulier au fair play financier, qui en résumé repose sur deux dictons populaires. Il faut faire selon ses moyens et il y a une limite à ne pas dépasser. Le fair play financier fait débat parce que c'est un sujet qui engage l'ordre économique du football et avec lui sans doute celui de la gouvernance du sport européen.
Aujourd'hui, je crois pouvoir dire que nous avons réussi à redonner au football un peu de direction. Le fait est que nous ne pouvions pas stabiliser une situation qui était devenue proche du point de non-retour. L'immense majorité des clubs risquaient d'être conduits au désastre en le payant de leur ruine. Il faut que chacun mesure le chemin parcouru. Alors que les pertes cumulées des clubs européens avaient atteint en 2011 1,7 milliard d'euros, les pertes du football européen, 1,7 milliard d'euros de pertes, elles ont chuté en 2013 à 800 millions d'euros, soit une diminution de plus de 50% en moins de 2 ans. Une spirale vertueuse a donc fini par s'enclencher grâce au fair play financier. Ces résultats sont beaucoup plus significatifs qu'ils s'accompagnent d'une diminution de près de 85% des arriérés de paiement qui sont passés de 57 millions à 9 millions sur la même période. Et quand je parle d'arriérés de paiement, je parle de tous les arriérés de paiement, y compris l'argent que les clubs doivent à leur autorité fiscale. Vous le voyez, je vous donne ces chiffres en toute transparence et j'en suis fier. Je suis fier que le fair play financier que je m'étais fixé comme un devoir moral ne soit pas resté un instrument exclusivement juridique, inscrit dans des termes techniques, mais soit devenu une réalité concrète, synonyme de progrès et un facteur de rationalité dans le football d'aujourd'hui. Nous sommes donc en train de parvenir à changer les habitudes qui étaient de toute évidence mauvaises. Mais nous ne pouvons pas nous contenter de ce que nous avons réalisé jusqu'à présent, car la marche vers ces buts nobles se trouve menacée par des actions en justice intempestives. Certains les estiment fantaisistes, d'autres subversives. J'estime pour ma part qu'elles soulignent un état de fait malheureux, c'est que la spécificité du sport ne dispose pas encore de toutes les garanties dont elle a pourtant besoin. Je ne vous demande pas seulement de vous opposer à tous celles et ceux qui tentent de mettre en échec le fair play financier, je vous demande également de délivrer le sport des tourments de l'incertitude juridique en faisant de la spécificité du sport une réalité pratique, vigoureuse et pérenne. Le refus de l'insécurité juridique défavorisera, c'est une évidence, un environnement propice à de nouveaux progrès. C'est aussi une nécessité afin que demain, chacun de nos clubs soit géré, comme on le dit en jargon français ou luxembourgeois, en bon père de famille. Je vais revenir sur les accords UEFA, Commission européenne. Chers amis, vous m'avez entendu dire aujourd'hui que je souhaite préparer l'avenir sur la base de la collaboration. En ce sens, il m'est particulièrement agréable de vous parler de l'accord de coopération sur lequel la Commission européenne et l'UEFA se sont entendus la semaine dernière à Bruxelles, en présence de Mme Vassiliou et du président Barroso. Ce nouvel accord est sans précédent et marque le début d'une nouvelle étape. Il démontre surtout que les solutions que je désire voir mises en place n'expriment tel ou tel intérêt particulier, mais visent simplement l'intérêt général. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui nous est donnée d'être réunis tous ensemble pour en remercier encore une fois Madame la Commissaire pour ses efforts qui ont permis que cet accord voie le jour. Madame la Commissaire, Madame Vassiliou, vous pouvez être fière de l'héritage que vous laisserez derrière vous, car cet accord de coopération est une avancée historique pour la politique sportive au niveau européen. Conclusion, Mesdames et Messieurs les ministres, Madame le Commissaire, Madame la députée européenne, Messieurs les présidents, chers amis, est-il nécessaire de vous assurer une fois encore ma volonté de coopérer pleinement avec l'Union européenne et avec ses États membres? Est-il nécessaire de vous dire une fois encore que l'Europe du sport n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle rassemble et mobilise l'ensemble de ses acteurs autour d'un objectif commun? Est-il nécessaire de répéter une fois encore que nous devons pouvoir compter les uns sur les autres pour préparer l'avenir? Vous l'aurez compris, je suis venu à Rome à votre rencontre, et pas pour voir le pape, comme on dit en France, mais non pas pour manœuvrer, non pas pour gagner une manche ou un match, mais pour que nous gagnions ensemble le match le plus important, celui d'un sport sincère, durable et solidaire. Ce n'est pas mon match à moi seul, ce n'est pas non plus le match des politiciens, c'est le match de l'Europe entière. Une dernière fois, un dernier mot, dans les temps où nous sommes, on flatte beaucoup le sport. Chers amis, ne nous contentons pas de le flatter,
aimons-le et servons-le. Je vous remercie de votre attention. And the sport movement's commitment to Europe and to the Italian presidency of the Council of the European Union. Our world, the world of sport, is one made of values, morals, and ethics. As policymakers and as sports people, we have a duty to do everything in our power to encourage people to seek those values and to remove all barriers that prevent people from pursuing them, as well as to support them along the way. This is why we are here today. This is why we are here to talk about financial fair play. Financial fair play is paramount to the development of sport. The rules of a game may often seem arbitrary, and yet people will fight to have them respected. This is because rules are justified by their intimate, inextricable connections with what sport values. Making things easier, taking the fair out of the play, the words, makes those values meaningless. It makes sport meaningless. Nevertheless, economic rationality must be the element that inspires the world of sport. The whole world of sport. Let's take Olympic Games, just to give an example. The recent withdrawal of the city of Oslo from the bidding process for the 2022 Winter Olympics candidature is proof one thing. We must set new standards for the Olympic Games. We must leave the days behind when the Olympic Games would not go exactly as planned. We must forget the world over budget. The future of Olympic bidding must be increasingly more sustainable. A new era must begin where mega events legacy is not a variable, it's a certainty. Economic benefits for the host country are not just only an option, they are a certainty. Benefits for the citizens are not a variable, they are measurable. Italy, our country, my country, proved this can be done in the year 2000, when we turned the Jubilee into a great operational success. And the same happened in Barcelona for the 1992 Games, and recently in London for the 2012 Olympics. Today is no longer the time to waste resources. It's not the time to put pressure on our local communities. At the heart of this is financial sustainability. It's a mantra I emphasize wherever I go. From the International Olympic Committee meetings to our local offices in Sicily, everywhere. As a matter of fact, I visit our local communities very, very often. I listen to them. And when I do, there is a recommendation I like always to make them. In 2014, in actual year, building sports facilities somewhere, anywhere, relying on the fact that if you build it, they will come. It's simply not enough. You must come up with a business plan, connect with the local communities, listen to their needs, and carry out a market analysis.
This is why, as a president of the Italian National Olympic Committee, I cannot emphasize enough the need at the national and European level for stronger private-public partnerships and for a data gathering on sport infrastructure. Before investing in a tennis court or in a swimming pool, private investors want to know exactly what you are going to build, where you're going to build, and why you're building it. Today is the time to build on our countries in Europe heritage, while innovating at the same time, from energy efficiency to low-impact construction design. Answering the investors' questions and achieving such objectives, however, involves having exact data concerning the territory, its demographics, and its demand for single specific sport, for single discipline. If there is a demand, there is need for investments. If there is a need for sound investment, there are people more than willing to support them financially. To this end, I have made it CONI's specific goal to gather data on our regions in Italy to improve efficiency on investment in sports infrastructure and to raise awareness among the communities that sports projects can be included in innovative public procurement. However, demand is not always spontaneous. We, as public policymakers, are called to encourage demand where it is appropriate. And there is little, if nothing, more sustainable than encouraging people to be healthier, thus saving large amounts of resources spent on public health systems, and to be more socially included. This cannot only be done, however, if our citizens are introduced to sports and a healthy physical activity at a young age. If the culture of sport is promoted within the schools, if sport becomes part of their curricula, promoting the values of loyalty, non-violence, impartiality, and non-discrimination, as well as the fight against doping, violence, and racism. Sport and physical education at school not only contributes to pupils' fitness and good health, but with positive lifelong repercussions, such as transferable knowledge and skills. Ethics is also at the core of the reform of the sports justice system that CONI has introduced over the past few months, because impartiality is fundamental to building a world of sport with a higher level of sport. Sport not only entails respect for the rules of the game, but also relates to respect of one's opponents, equal opportunities to perform well, mutual cooperation, fairness, and sportspersonship. These elements are considered to be fundamental to sport and are summarized by the concept of fair play. A marathon is not a marathon if doping is involved. A football match is not a football match if cheating is involved. Fair play is violated every time an athlete engages in aggressive behavior, every time an athlete uses offensive language or loses self-control.
In other words, fair play is people's and athletes' commitment to justice and fairness. The Treaty on the Functioning of the European Union embraces such principles by stating that the EU should develop the dimension of sport by promoting fairness and openness in sporting competitions. Undermining the principle of fair play represents an enormous risk for the ethical principles and the education values. In other words, the morals and ethics of sport. I therefore conclude my speech here today by remarking that financial fair play must be strengthened at European level, thus contributing to the promotion of sports ethics and social inclusion. Is this possible? I ask. Over the decades, Europe has overcome many obstacles and achieved many successes, also thanks to the skill or vision of those in high office. So it has been. So it must be with this generation of Europeans. Thanks a lot of all of you. Grazie. Grazie. Allora abbiamo una piccola variazione di programma prima del coffee break. Chiederei alla commissaria Vassiliou di intervenire. Grazie. Thank you, Mr. President, Presidents, dear colleagues. Giving each team a chance. It is part of an overall policy to preserve the real values of football, its roots and what makes it a success. While money in sport is certainly welcome to help its development, it must not be at the expense of the very nature of sport. That is why financial fair play is, in my view, a key tool to ensure transparency and to promote better governance standards within sport. We wholeheartedly agree with the central objective of FFP, namely to live within your means or break even, as it ensures prudent economic management that will serve to protect both the interest of individual clubs and players, as well as the football sector in Europe as a whole. The European Commission has already recognized the relevance of the objectives of financial fair play. However, the implementation on the ground of the philosophy of financial fair play can take different forms. As a representative of the European Commission, you will easily understand that I must remain prudent. As you may be aware, a complaint launched by a players' agent last year is still under consideration. This complaint was lodged with the European Commission, but also with the Brussels Court. It concerns the compatibility of financial fair play with EU competition law. The position of the Commission is forthcoming